Salam alaikum, Az-Zulflaoun. Bonsoir. Le gouvernement a publié les dernières modifications de la loi pénale dans le journal officiel. Selon le journal officiel numéro 30, la nouvelle version de la loi pénale comprend des amendements régissant la manière dont les condamnés exercent des activités dans l'intérêt public. Les amendements précisent également des modalités et les conditions de mise sous surveillance électronique des condamnés. La nouvelle version de la loi pénale prévoit l'imposition de peines d'emprisonnement à perpétuité et de 30 ans de prison pour les auteurs de crimes de trahison nationale consistant à divulguer des informations ou des documents secrets concernant la sécurité nationale, la défense nationale ou l'économie nationale via les médias sociaux au profit d'un État étranger ou de l'un de ses agents considérés comme coupables de trahison. Quant à ceux qui contribuent en temps de paix à un projet visant à affaiblir le moral de l'armée ou des forces de sécurité dans le but de porter atteinte à la défense ou à la sécurité nationale, la loi pénale prévoit une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 50 à 100 millions de centimes. Tout acte visant la sécurité de l'État, l'unité nationale, la stabilité des institutions et leur fonctionnement normal est considéré comme un acte terroriste ou de sabotage. La loi pénale impose également une peine d'emprisonnement d'1 an à 3 ans à toute personne fournissant un soutien financier aux personnes ou entités inscrites sur les listes des terroristes. Selon le journal officiel 30, la nouvelle loi prévoit, sous réserve des dispositions de l'article 87 bis 5 du présent code, quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande des tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio de nature à nuire à l'intérêt national est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 dinars. Beaucoup d'ONG et militants des droits de l'homme ont dénoncé cet arsenal juridique et ces lois liberticides. Cette dérive de l'arbitraire a pris plusieurs facettes, dont la mise au point de lois assimilant l'action au terrorisme, comme l'atteste le fameux article 87 bis du Code pénal utilisé pour justifier les poursuites et les arrestations arbitraires. Les lois liberticides qui ont été adoptées récemment, comme la loi sur l'information et les médias écrits, électroniques et audiovisuels, la nouvelle loi sur l'activité syndicale et associative, la loi sur les partis politiques et un texte liberticide. La criminalisation de l'action politique est érigée en système. Et pourtant, les manifestants du Hirak ont fait preuve d'un esprit civique remarquable, donnant l'exemple au monde sur la conduite de manifestations pacifiques, avait déclaré M. Woul, le rapporteur spécial de l'ONU. Constat et réalité d'une situation qui inquiète les organismes internationaux au plus haut niveau. L'Algérie d'aujourd'hui, ce grand pays, se referme comme un piège redoutable sur les opposants politiques et les citoyens qui osent rêver d'un véritable état de droit. Nous débattrons des nouveaux articles du Code pénal publiés dans le journal officiel et la situation des droits de l'homme et des libertés dans l'Algérie nouvelle juste après cette petite intro. Code pénal, le pouvoir algérien, loi liberticide, la boucle est bouclée. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il est avec nous depuis Paris par téléphone. Abdou Semmar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir mon cher confrère, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Al-Magharibiya. Barakallahu fik, marhaba bik Abdou Semmar. Abdou Semmar, comment peut-on lire donc cet arsenal juridique qui a été donc publié dans le journal officiel? On parle de plusieurs articles. Bien sûr, on peut parler de 63 bis, de 63 bis 1,
mais aussi de l'article 96 qui stipule, sous réserve des dispositions de l'article 87 bis 5 du présent code, quiconque distribue, met en vente, expose en regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande des tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio de nature à nuire à l'intérêt national est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende donc de 100 000 dinars à 500 000 dinars. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdou Sembal, qui est visé par ces lois? Je crois que la formulation de l'article est tellement claire, elle est tellement limpide, elle est tellement directe qu'on peut facilement comprendre qui est visé. Celui qui est visé, c'est simple, ce sont les opposants, ce sont les journalistes, ce sont les activistes. Ces lois ont été une nouvelle fois élaborées, édictées, publiées maintenant pour une raison simple. On a une élection présidentielle qui arrive, ils veulent à tout prix verrouiller les espaces publics et empêcher toute forme de contestation, empêcher toute forme, toute émergence possible d'une contestation citoyenne. Ils sont traumatisés par ce qui s'est passé en 2019, par la contestation populaire qui a totalement brouillé les jeux de cartes du pouvoir algérien. Il y a une élection présidentielle qui arrive, le régime panique, le régime sait très bien que le deuxième mandat de Tebboune, il n'y a pas d'unanimité, qu'il ne fait pas l'unanimité, que le peuple est en colère, il est mécontent, que la situation du pays elle est dramatique. Le régime a peur, et parce qu'il a peur d'une nouvelle révolte qui risque de saper ces édifices très fragiles, il met en place des lois pour verrouiller les espaces publics, pour tuer la liberté d'expression, pour empêcher les journalistes et les opposants de s'exprimer. C'est l'obsession sécuritaire du régime, tout écraser, tout contrôler, tout réprimer, afin d'empêcher la moindre contestation. C'est un virage autoritaire extrêmement dangereux que vit notre pays. Quand on lit par exemple la loi, l'article 63 bis, Abdou Sembal, et là vous pouvez nous donner aussi votre avis, est coupable de trahison et puni de la réclusion à perpétuité tout Algérien qui divulgue des informations et des documents donc confidentiels relatifs à la sécurité nationale ou à la défense nationale ou à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux au profit d'un pays étranger ou de l'un de ses agents. Cette loi, donc, elle vise les youtubeurs qui sont à l'étranger peut-être, et peut-être même vous, Abdou Sembal. Souvent, vous divulguez des informations. Je crois que, encore une fois, je crois que le jeu est clair. Les articles sont formulés de façon directe. Ils n'ont même pas pris le temps d'expliquer ce que c'est que l'intérêt national, ce que c'est que la sécurité nationale. Ils khaltent bien l'économie nationale, la sécurité nationale et la défense nationale. On utilise, je l'ai expliqué ce matin dans un décryptage que j'ai diffusé sur ma chaîne YouTube et sur Algérie Part. Ces articles-là visent et ciblent directement les lanceurs d'alerte pour les empêcher de nous communiquer, nous les journalistes indépendants et les activistes basés à l'étranger ou les cyberactivistes basés à l'étranger, toute information potentiellement préjudiciable pour les dirigeants algériens et leurs intérêts. C'est l'intérêt. En fait, le régime, il aurait dû être encore plus voyou en disant c'est pas l'intérêt national. Toute information qui nuit à mon intérêt, c'est de la trahison. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement. Tu veux dire dans une seule phrase, économie nationale et sécurité nationale. Donc aujourd'hui, dénoncer de la corruption sur les réseaux sociaux, c'est passible d'une accusation de trahison. Il dit un juge, il dit pour moi, Abdou Sembal, c'est un traître. Parce qu'il vit à l'étranger, c'est un traître. Donc, allez, celui qui lui communique des informations, on va le condamner pour trahison. C'est extrêmement grave.
C'est extrêmement grave. Et pourtant, quand on voit Abdou Smar maintenant, par exemple, il y a une trentaine de généraux qui ont été emprisonnés. Souvent, on leur reproche donc de la corruption, mais aussi la trahison par rapport au secret d'État. Quand on parle aussi, on peut dire aussi l'exemple de Belqsir, qui est toujours en fuite. On n'a pas vu des journalistes qui ont été donc poursuivis pour trahison contre l'État ou divulguer des informations qui touchent la sécurité de l'État algérien. Je vais pousser ton raisonnement encore plus loin. Finalement, quand on regarde le nombre de généraux emprisonnés en Algérie, accusés d'atteinte à la sécurité de l'État, eh ben, on ne peut que faire une seule conclusion. La trahison, elle sommeille, son foyer, il se trouve au sein du régime. Les vrais frères sont au sein du régime. Ce n'est pas un youtubeur, mais il n'y a pas un secret national. Qui veut des informations militaires? Ce sont les militaires qui les détiennent. Est-ce qu'on a vu un journaliste en Algérie emprisonné ou condamné moi, on m'a condamné à mort pour une affaire d'économie, à la gestion de traque. Mais nous n'avons jamais été condamnés pour une affaire de sécurité nationale avec l'armée, etc. Ça, il faut être très bien introduit au sein de l'armée pour avoir ce genre d'informations. Et ce qui n'est pas notre cas. J'irai encore plus loin. Tu parles de Belqsir. Benchir, c'était un traître qui a comme la police nationale. Le monsieur, il voyageait à l'étranger, il était avec des Israéliens, il était avec des responsables des services français, des responsables des services américains, avec les Britanniques, des mariages blancs, pour avoir les papiers, chéri, bar, hôtel, d'ailleurs, kahla, comme on dit, il a été nommé par Tebboune à la tête de la police. Est-ce que Tebboune, puisqu'il est soucieux, le régime Tebboune, de la protection de la souveraineté, qui c'est qui s'est posé une question sur la menace que pesait sur la souveraineté nationale la nomination d'un individu comme Férézi Ben Benchir qui flirtait clairement, nous l'avons démontré à maintes reprises, c'est Algérie Part, avec des responsables des services secrets occidentaux et israéliens à la tête de la police nationale. Le monsieur, il siégeait au Haut Conseil de sécurité. Quel Haut Conseil de sécurité? Donc, au lieu de diaboliser les youtubeurs et les activistes et les journalistes indépendants et les opposants, le régime devrait faire le ménage chez lui d'abord. Chez lui. Parce que les traîtres, ils sont où? Ils sont chez lui. Les salopards, ils sont où? Ils sont chez lui. Celles et ceux qui volent et qui menacent la sécurité nationale et qui volent les secrets de l'État et qui en font un commerce, ils sont chez lui. Ils ne sont pas dans l'opposition. Ils ne sont pas dans l'exil, ils ne sont pas en exil, ils sont au pouvoir, ils ont même dirigé des fonctions sensibles de l'État. C'est vraiment une grosse escroquerie, cette histoire. C'est une grosse escroquerie. On veut... Je voulais juste dire, Kanasser, on veut convaincre les Algériennes et les Algériens que le mal vient de ces opposants qui sont exilés. D'abord, nous n'avons pas choisi l'exil, nous avons forcé d'être exilés. Nous avons été forcés. Je pense que même pour vous, le Khan Magharibi a donné un plateau fait à Alger. On l'aurait fait. Absolument. Pourquoi personne n'est allé dans... l'exil n'a jamais été un choix heureux. De deux, qu'est-ce que nous révélons? Moi je prends l'exemple d'Algérie Part. Tout ce que nous avons dit, dans 99% des cas, on a eu raison. Que ce soit sur les affaires de Sonatrach, sur la DGSN, sur l'Algérie, sur Sonalgaz, etc. Nous avons toujours eu raison parce qu'on s'est appuyé sur de la documentation. En quoi nous avons trahi notre pays? Nous défendons l'intérêt général dans notre pays. C'est ça la différence. Chevrouma, dans leur loi, ils parlent d'intérêt national, mais ils ne parlent pas d'intérêt général. Parce que le vrai concept, c'est l'intérêt général. L'intérêt national, c'est une définition politique. C'est une définition totalement politique. On instrumentalise des lois liberticides pour écraser les libertés publiques et individuelles. Le régime ne tolère plus aucune opposition parce qu'il a peur du pouvoir de l'opposition. Parce qu'il a peur que le peuple... Oui, Nasser, je vous écoute. Non, parce qu'il a peur que le peuple soutienne l'opposition.
Et qu'est-ce que cela nous renseigne donc de ces lois que vous êtes en train de décrire, liberticides, à 4 mois d'une élection présidentielle? Très rapidement, Abdou Samad. Ça nous décrit un régime qui est prêt, qui veut organiser une élection dans le silence total, ni vu, ni su, pas de grabuge, pas de médiatisation, pas de débat, une élection protocolaire pour la reconduction d'un candidat ou pour la désignation d'un candidat, sans que le peuple ne puisse dire son mot, sans que le peuple ne puisse participer à travers toutes ces activités, toutes les formes d'expression possibles. Le régime, encore une fois, a peur, il panique, il ne veut surtout pas revivre le Hirak de 2019. Et pour cela, il pense qu'un tour de vis général des libertés publiques individuelles est la seule solution. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Abdou Samad. Merci d'avoir accepté donc l'invitation. Merci pour votre temps, Abdou Samad, journaliste, directeur d'Algérie Park. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous. J'ai le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission Hamid Lello, directeur of Front for Democracy in Algérie. Il est avec nous depuis Washington. Hamid Lello, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation et salam alaikum pour tous vos téléspectateurs. Alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba bik, c'est Hamid. On aura aussi le plaisir d'accueillir Omar Ait Mokhtar, militant politique. Il est aussi candidat à la présidentielle de 2024. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Bonsoir Nassar et bonsoir à tes invités. C'est avec plaisir que je participe à ce débat intéressant. Merci beaucoup, Omar Ait Mokhtar. Avant de donner la parole à Hamid Lello, on va vous montrer donc cette infographe concernant donc ces lois du code pénal qui ont été donc publiées dans le journal officiel. Le nouveau code pénal publié au journal officiel comprend des amendements qui durciront encore plus l'arsenal de répression judiciaire en Algérie, selon des militants des droits de l'homme. Il renforce la criminalisation de l'expression pacifique et donne aux autorités plus de pouvoir pour réprimer les opposants politiques, ajoute la même source. Ces amendements aggravent les sanctions pour un certain nombre de crimes, tels que la diffamation contre des institutions de l'État, ou la divulgation d'informations qui menacent la sécurité. Des militants estiment que cette législation constitue une arme supplémentaire pour cibler les voix de l'opposition, au moment où l'Algérie se prépare à l'élection présidentielle. Sous couvert de protéger la sécurité nationale et l'intérêt national, les récents amendements menacent d'accroître la répression. L'absence de définition précise de ces menaces à la sécurité nationale soulève de sérieuses inquiétudes des journalistes, militants et lanceurs d'alerte. Ces amendements transgressent également les obligations de protection du droit à l'expression conformément à l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'Algérie a ratifié. Ces amendements ont également alourdi les sanctions imposées aux critiques à l'encontre des agents de l'État. Tandis que des articles imposent de nouveaux délits liés à l'insulte des symboles du mouvement de libération nationale et à l'image des agents des services de sécurité. Cela contraste fortement avec les normes internationales en faveur du droit de critiquer les personnalités publiques et politiques, qui représentent la pierre angulaire de toute démocratie. Hamid Lello, la question est à vous. Pourquoi donc cet arsenal juridique? Je pense que vous avez lu aussi les textes de ces lois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est évident que ces lois sont là pour mieux museler la parole libre. Ils veulent la parole, c'est quoi? C'est la narrative, c'est le récit. C'est comment vous décrivez la situation dans le pays et ils veulent qu'il y ait un seul message, un message unique. Le problème, c'est que ils se sont rendus compte que leur message continue en utilisant la presse, comme ils ont récemment célébré, soi-disant, la journée de la presse, ne suffisait pas. Il ne suffit pas
de dire les choses et d'insister sur les choses, il faut aussi étouffer l'autre parole, même si l'autre parole ne bénéficie pas de tous les outils médiatiques dont dispose la parole officielle. Donc, en gros, ces lois liberticides contre la liberté d'expression, c'est quoi? C'est la parole officielle contre la parole du public. Et aussi, peut-être, un gros problème auquel fait face le système, moi je vais parler du système mafieux, c'est que pendant longtemps, il a presque tout contrôlé, il peut tout contrôler, mais maintenant, avec l'évolution technologique de l'information, avec ces réseaux sociaux, avec l'accès à l'information à travers tous les réseaux sociaux qui se trouvent, le régime ne peut pas bloquer ça. La seule solution, mais qui est impossible, c'est de fermer l'Internet. Ils peuvent pas. S'ils pouvaient fermer l'Internet, ils l'auraient fait, mais ils peuvent pas. Et on est dans un monde où maintenant, même la Chine, qui est le numéro un, le système numéro un dans le muselage de l'information, ils peuvent pas boucler Internet. Et ils essayent au fait de produire leur propre réseau pour contrecarrer la narrative qui vient d'ailleurs. Et du coup, ils s'attaquent à cette information. Et c'est vrai que l'information, moi, j'aimerais bien qu'on me cite un exemple où il y a eu une information liée au secret d'État. Les seuls secrets dont on en a parlé, que ce soit à travers les lanceurs d'alerte ou ceux qui se disent être des journalistes d'investigation, qui se disent, tout ce qu'on a entendu parler, ce sont les histoires liées aux mœurs, des histoires liées peut-être à la corruption, au chantage de certaines personnalités qui font partie du sérail. Mais est-ce que nous avons reçu une information secrète sur des spécifiques liés à l'armement, liés à une technologie qui est utilisée par l'Algérie? C'est ça les vrais secrets de l'État. Est-ce qu'on a eu une fuite de correspondance ou de messages qui ont été échangés entre des responsables importants et qui sont liés à des décisions régaliennes liées à la sécurité de l'État? Non. Et en fin de compte, ils mélangent sécurité de l'État avec tous les scandales auxquels ils sont assujettis. Mais c'est vrai que ça aussi, ça fait partie de la sécurité de l'État, puisque eux, ils sont censés être les personnes qui représentent ces institutions. Et en fin de compte, de quoi s'agit-il? Des mœurs, trafic d'influence, corruption, trafic de drogue, y compris leur soi-disant président avec son fils qui sont mêlés dans le trafic de drogue. Ben ça, oui, mais c'est aussi, ça touche à la sécurité de l'État parce que ça rend toutes ces personnes qui sont liées aux institutions vulnérables aux manipulations qui viendraient de l'étranger. Et en fait, vous et moi, quelle menace présentons-nous à l'Algérie? Aucune. Et l'information, la vraie information viendrait de l'intérieur. À partir du moment où elle vient de l'intérieur, donc la faute, il est au système lui-même. Très très bien. On se rappelle très bien, Hamid Lello, puisque vous avez parlé de cette affaire de la drogue, la saisie de presque 700 kilos donc de cocaïne par l'armée. On se rappelle donc des déclarations de L'Hamel, donc le patron de la DGSN, qui avait déclaré que si on veut lutter contre la corruption, il fallait avoir donc les mains propres. Omar Mokhtar, je reviens à vous, mais avant de vous donner la parole, on va écouter ces déclarations de Ahmed Tebboune qui ont été faites auparavant, qui avaient même menacé, si on peut dire, les journalistes qui sont à l'étranger, les militants politiques, les militants des droits de l'homme. On l'écoute. وإذا كانش نلح على الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية ولو راه يهدر من بعيد شراك الفم من بعيد يجي الوقت وين يخلص
الوحدة الوطنية شيء مقدس. 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية. Omar El Mokhtar, peut-être qu'il viendra le temps que vous allez payer, est en train de dire, Al-Majid Tebboune, l'unité nationale est sacrée. Quand on voit ces lois donc, qui ont été publiées dans le journal officiel, donc ces lois visent qui, d'après vous, Omar El Mokhtar? D'accord. Je vous ai entendu, j'ai écouté Abdou Smar, que je salue. Je ne suis pas d'accord avec son analyse. Et puis vous avez commis une erreur, Sénassar, vous avez dit 700 kilos de cocaïne. Non, il y a 701 kilos de cocaïne. Absolument, le diable est dans le détail. Je vais vous dire, est dans le détail. Vous savez, déjà, la loi fondamentale, la Constitution, Tebboune a fait passer la Constitution sans débat. Donc, elle n'émane pas du peuple. Alors, les lois énumérées 87 bis, 63 bis, je ne sais quoi, le pouvoir a peur du peuple. Donc, il est en train de s'armer. Ça, c'est des armes. Les militaires, ils ont des chars et le pouvoir politique est là, des lois qu'il utilise à sa guise pour emprisonner encore davantage les gens. Voilà ce qui se passe. Je pense que le pouvoir est dans son rôle et puis il fait du très bon travail. Quand il s'agit des coups bas, de la manigance, il est très fort. Il a peur du peuple, donc il a analysé le Hirak, malheureusement, auquel je n'ai pas appartenu, mais il a failli ébranler justement ce régime. Le Hirak, donc qu'est-ce qu'il fait? Il l'a très bien analysé, il n'en veut pas, il a peur, donc il fait des lois. Mais la responsabilité, pourquoi le Hirak n'a pas réussi? Parce que le Hirak n'a pas été structuré. Pourquoi il n'a pas été structuré et qui est responsable? Parce qu'il faut anticiper, c'est bien de parler de ces lois liberticides, mais il faut analyser la situation et voir aussi l'avenir. On ne parle pas que du passé comme Tebboune fait. Il a réveillé les morts, les shahada pour exister. Il nous donne des leçons de patriotisme, nationalisme et tout ça. Or que ce n'est pas ce qui se passe. Ceux qui sont morts, ils se sont sacrifiés pour que nous vivions dans la dignité, ne pas avoir peur, alors qu'il y a une chape de plomb qui tombe sur toute l'Algérie. Pratiquement, on n'a même pas le droit de penser. Le problème qui se pose aujourd'hui, qui est responsable? Le responsable, ce n'est pas le pouvoir. C'est la classe politique algérienne, c'est l'élite algérienne qui doit arrêter avec les querelles et doit s'unir et être solidaire pour absolument. Là, on a une élection, si jamais tout bon passe, l'Algérie rentrera dans le grand noir. Elle est dans le noir aujourd'hui. Ça ne va pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? L'élite algérienne, à l'étranger d'abord, ceux qui sont à l'étranger doivent, au minimum vital, c'est parler, dire la vérité. Et puis, chercher comment s'unir. Parce que le peuple, si vous voulez qu'il suive, il faut absolument que l'élite soit d'accord sur un programme, le minimum, parce qu'on peut toujours avoir le minimum. Ce pouvoir doit partir. Tebboune ne doit pas aller au deuxième mandat. Parce que c'est dangereux pour l'Algérie. Sinon, nous sommes spectateurs, nous assistons à l'ébranlement de l'État, l'effondrement de l'État et la pauvreté qui s'accentue. Et c'est dangereux aussi. Il a ouvert des fronts partout, donc il a fait la guerre contre le peuple, contre la Kabylie en particulier, et contre les voisins. Donc on ne peut pas vivre dans une planète. Même le football est politisé. Tajmat, il envoie le Walid Tizo même dans les villages. Il arrive même à parler de Tajmat. Il faut qu'on restructure. Il va restructurer même Tajmat des villages. C'est grave. Donc, ce qui se passe évidemment au sein du pouvoir, qui est très divisé, ça se voit de très loin. Il n'est pas demandé d'être sorcier pour savoir que l'armée est divisée, le pouvoir a peur, on ne sait pas où on va, ça c'est clair. D'où viennent les informations qui sortent de la cuisine, du DRS, de la cuisine de la présidence, toutes ces allers-retours en prison et tout ça, machin, d'où sort tout ça? C'est que le pouvoir n'est pas bien. Qui a les informations? Les informations à l'intérieur de la cuisine. Comment ils sortent? C'est qu'ils sont divisés. Ils sont en train de s'attaquer. Là, la guerre fait rage. Donc, si nous voulons sortir l'Algérie de cette crise, l'élite algérienne doit se regarder dans la glace, on doit absolument se parler et faire un communiqué, dire basta, il n'y aura pas de deuxième mandat. Mais aussi le problème doit être diagnostiqué, si on peut dire,
d'une façon très claire. Et pour le peuple algérien, le problème ne se repose pas seulement dans la personne de Abdelmadjid Tebboune ou de son entourage. Le problème se pose dans le système complet. Non. Vous savez, aujourd'hui, si l'élite et la classe politique donc est solidaire, d'abord Abdelmadjid Tebboune c'est la façade. Quand on enlève cette façade, il n'ira pas en deuxième mandat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Les conditions optimales d'une élection présidentielle ne sont pas réunies. On ne peut pas aller voter aujourd'hui comme ça. Ce n'est pas possible. Il n'y a même pas une pré-campagne. À part de Boun et ces éléments qui sont en train de bouger, ils veulent passer en force. Il n'y a pas de. On prive le peuple d'un débat. On rajoute ces lois. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que l'Algérie est prête pour un mandat de transition. Il faut que l'opposition désigne un candidat consensuel. Je m'en fous, un homme ou une femme qui pourrait faire un seul mandat de transition pour mettre en place cette très bien. On va revenir sur cette institution qui organise les élections et tout ça, parce que sinon, ce pouvoir il est en train de mettre la machine en route. On va vite fait, on retrouve Abdelmadjid Tebboune au deuxième mandat. C'est grave pour le pays. Donc, si vous voulez, et puis l'armée aussi. Je pense que le peuple doit être conscient. Restez avec nous, Omar Tourta, parce qu'on va parler des perspectives et aussi on va écouter vos solutions. Restez avec nous. D'accord. Hamid Lellou, je vais revenir vers vous avant de. On va juste écouter donc le ministre de la Justice, Tabbi. Donc on va l'écouter dans ce passage concernant donc ces lois et je reviens à vous juste après. إن موافقتكم على نص هذا القانون تدل السيدات والسادة أعضاء الأمة على حرص كبير منكم على تحقيق الأمن للمجتمع الجزائري وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام، لأن ما يميز هذا النص الذي صادقتم عليه وأحكامه الجديدة التي جاءت لمواكبة تطور المجتمع الجزائري وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني، وفي نفس الوقت الأخذ بأسباب التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة، وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم للسنوات القادمة. Ça, c'est les déclarations du ministre de la Justice, Tabbi. Hamid Lellou, on a vu aussi dernièrement les lois qui ont été passées, la loi sur les partis, par exemple. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré, donc par rapport à ces lois, sont libres de tracer leur propre programme. Là, il parle bien sûr des partis politiques, mais ils doivent avoir un dominateur commun, l'unité nationale et la déclaration du 1er novembre qui appelle à l'édification d'un État démocratique social, tout ce qui est de nature à renforcer le front intérieur et qui relève de la ligne nationale est le bienvenu. Donc, la réaction de Athman Mahzouz, le président du RCD, ce texte de loi sur les partis politiques, je l'ai lu et je peux vous dire que c'est la fin du multipartisme. Ils veulent fermer cette parenthèse ouverte en 1992. Parmi les principales dispositions de l'avant-projet de loi figure notamment l'interdiction faite aux partis d'organiser des activités au niveau de leur siège et de constituer des comités permanents nationaux ou locaux chargés des travailleurs, des chômeurs, des femmes ou de jeunes. L'activité syndicale, le régime d'Alger vient donc de publier 2 décrets limitant le droit de grève, l'activité syndicale dans un contexte de pression grandissante sur la société civile. Les lois sur les médias aussi, là on est en train vraiment de boucler la boucle, Hamid Lellou. Ils sont en train d'encadrer le problème, enfin ce qui semble être un problème pour eux. Tout ce qui défie leur autorité, ils sont en train de l'encadrer et de le mettre dans un contexte bien précis qui travaille pour leur bénéfice. C'est-à-dire que ils vont réguler plus le fonctionnement des partis politiques et dire à ces partis politiques ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. La même chose avec les syndicalistes, la même chose avec les journalistes, etc. Ça, c'est de un. De deux,
quand ils sortent les lois comme celle-ci, c'est des lois qui sont vagues, dans lesquelles ils injectent des mots, on se demande quel est le sens du mot, et d'ailleurs, la meilleure, plutôt pas la meilleure, mais d'ailleurs, le reproche, le plus grand reproche qui a été fait par rapport à ces lois de la part des institutions internationales, des juristes internationaux, c'est de dire, OK, vous sortez ces lois, dites-nous qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'une loi est aussi, dans les lois, il y a des rubriques, et les rubriques, ce sont des annexes qui expliquent en détail ce qu'une loi dit, et ça, on l'a jamais vu. Donc, ils peuvent dire qu'on fait ça dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et tout va dedans. Ils peuvent, pour une affaire d'escroquerie, bon, on vous met là-dedans. Pour une affaire de sortir une critique, on vous met dedans, et etc. Donc, ça aussi, le fait de laisser les choses un petit peu vagues, on ne sait pas trop la définition, ça aussi, c'est une autre arme qu'ils utilisent pour contrecarrer leurs opposants. Et avant de rendre la parole, si je pouvais aussi réagir à ce qui a été dit par votre invité, c'est Omar El-Mukhtar. Il a parlé de Hirak. Moi, j'aimerais bien poser la question au public algérien. Dites-moi de grâce, qu'est-ce que ces lanceurs d'alerte sur les scandales, sur les mœurs des responsables algériens ont porté de bien au Hirak? Rien. C'est du commérage, ça a occupé le public algérien, ça a banalisé la chose au point où ça veut rien dire. Les prisonniers, les généraux, entre autres, qui ont été emprisonnés d'ailleurs, Belqsir, vous l'appelez Belqsir, mais au fait, il ne s'appelle plus Belqsir, il a changé son nom parce qu'il est dans une île, j'ai oublié le nom, avec $150,000. Vous changez de nom, vous changez de nationalité et il n'y a plus de traces de tout l'argent que vous avez volé. Donc, ils ne vont jamais le retrouver. Et troisièmement, beaucoup de ces, à part Belqsir... Et qu'il faut rappeler, Hamid Lelou, désolé, je vous ai coupé la parole. Donc, Belqsir était donc le premier responsable, le général Belqsir était le premier responsable de la gendarmerie nationale. Oui, il n'existe plus. Il n'existe plus. Ça, moi, je l'ai lu dans des articles très, très sérieux ici, parus ici. Il ne s'appelle plus Belqsir, il a changé de nom. Il est dans une île où Belqsir n'existe pas. Donc, adieu, bye bye, tout l'argent qu'il a volé. Et il n'y a certainement pas que lui. Et les autres qui ont été emprisonnés, au fait, au bout de quelques années, ils sont sortis, peut-être 2-3 ans, et ils reviennent au service, comme le général Mhenni Jabbar. Certainement, il a partagé tout ce qu'il a volé, il l'a ramené. Et pour vous dire que ce qui les intéresse, ce n'est pas la sécurité de l'État, c'est leur intérêt à eux. C'est ça, là où ils sont bousculés et ils sortent cet attirail de loi pour contrecarrer l'opposition officielle. Et enfin, soyons sérieux, les élections, m'affiche intikhabat ma'al isabat. Moi, je n'appelle pas non plus à la politique de la chaise vide, mais il faut qu'il y ait une opposition dynamique et réelle. Mais participer aux élections qui sont organisées par ce même pouvoir mafieux, ce n'est pas une solution. Très bien. Omar El-Mukhtar, je vais revenir à vous si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par notre ami Hamid Lelou. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter la rapporteuse donc, des droits de l'homme pour les Nations Unies. Elle était en visite donc, en Algérie, on l'écoute. Qui est un article dans lequel on peut tout mettre. Et dans mes échanges avec les différentes parties, beaucoup m'ont dit d'ailleurs, je ne veux pas critiquer parce que je pourrais tomber sous le coup de l'article 87. Mais pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. نلاحظ نشارك ملاحظات المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة بما في ذلك المقرر الخاص فيما يتعلق بالإرهاب بالنسبة لتعريف الأمن الوطني مثل المادة 87 مكررا من القانون الجنائي وهي تتضارب مع تعريف المتفق عليها دوليا.
يجب إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب ممارستهم لحرية التعبير، ضمان امتناع الجهات الفاعلة غير الحكومية بترهيب حقوق الإنسان أو استهدافها بسبب عملها وفقا لمبادئ الأمم المتحدة، تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب والمساس بالوحدة الوطنية لضمان توافقها مع المعايير الدولية التي تنص على ضرورة تعريف الإرهاب والجرائم المرتبطة به، وتعديل مواد قانون العقوبات التي تسمح بفرض عقوبات جنائية على إهانة أو ازدراء الهيئات أو المؤسسات الفردية. ونوصي أن تقوم الجزائر بإلغاء تعديلات على المادة 87 مكرر على قانون جنائي الذي تعطي تعريف واسع للغاية للإرهاب، ونطالبها إطلاق سراح الصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقف التحرش وسجن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإزالة الصيغة التي تجرم نسف الوحدة الوطنية. Dans une perspective nouvelle que, et je l'ai précisé d'ailleurs, que la critique fait partie importante de la démocratie. Accepter la critique, accepter les ONG aussi qui critiquent, accepter les ONG qui ne sont pas nécessairement sur la même ligne que le gouvernement. Donc ça c'était Monsieur Voul, le rapporteur spécial, mais aussi on a vu Marie Laulor, donc qui a été rapporteur spécial aussi, qui ont visité l'Algérie l'année dernière. Omar Mokhtar, la critique, elle fait partie de la démocratie. On a entendu donc Monsieur Voul rappeler aux autorités algériennes votre avis. Oui, vous savez, moi je ne crois pas à ces institutions internationales et tout ça. Ils ne libéreront pas le peuple. Le peuple doit se libérer de lui-même. J'ai écouté tout ça, non, ça ne sert absolument à rien. Le seul responsable de cette situation, c'est nous, c'est le peuple. C'est pourquoi moi je n'ai pas participé au Harak, je le dis toujours par honnêteté. Aujourd'hui, il faut que l'élite algérienne se solidarise sur le minimum pour que ce pouvoir ait peur. Là, le pouvoir est en train de s'armer avec des lois. Et puis, personne ne va bien. D'ailleurs, Saïd Saadi a résumé bien la situation. Je lui ai dit, est-ce que ça va? Il m'a dit, ça ne va pas comme tout le monde. C'est-à-dire, c'est normal, ça ne va pas comme tout le monde. Donc, c'est tout le monde qui ne va pas bien. Rien ne va dans ce pays et puis on va dans le grand noir. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il va faire de lui encore le plaisir, il va faire un passage en force en les regardant. Nous serons des criminels. Celui qui ne sait pas est un ignorant. Mais nous savons. Donc, nous allons être de vrais criminels si on ne bouge pas aujourd'hui. Surtout nous qui sommes à l'étranger, on doit au minimum vital se réunir, faire une photo, est-ce que le pouvoir sache que nous réunissons malgré leurs lois. Et puis, s'il faut décider de rentrer tous en Algérie, qu'ils nous emprisonnent, il n'y a pas de souci. La liberté s'arrache. Elle ne viendra pas comme ça. Tebboune, c'est un excité. C'est un homme aigri et complexé. On l'a vu. Donc, d'ailleurs, maintenant, le regard que j'ai sur ces discours, c'est plutôt comique. Hein, comme je regarde Jean-Marie Le Pen, j'aime bien, il y a des hommes politiques comme ça comiques. Donc, je suis pressé de regarder des choses. Par exemple, il a trouvé le compte des moutons en Algérie, c'est 17 millions. Ce n'est pas 21. Il a mis des grandes pour les moutons et tout ça. Donc, et puis, compte Tebboune, dans son dernier discours le 1er mai, quand il s'attaque à la Sabah alors qu'il faisait partie intégrante. Et quand il dit aussi le Jazair... La décennie mafieuse. Il avait parlé donc de la décennie mafieuse. Alors qu'il était dedans. Alors, ça s'appelle non-dénonciation de crime, ça, c'est un crime. Ça relève de la traîtrise. Donc, moi, je l'ai traité carrément de traître. Pourquoi tu n'as pas créé au scandale sur place? Pourquoi tu n'as pas démissionné? Je connais en Algérie malheureusement, on ne suit pas les choses. Hein. Deux premiers ministres qui ont démissionné. Je leur tire chapeau. Yahmed Bitour, ça ne va pas, son programme n'est pas celui du président, il a démissionné. J'ai vu Ali Ben Frissous, il a démissionné en tant que ministre de la Justice, il a démissionné comme premier ministre. Là, je leur tire chapeau. Aujourd'hui, vous voyez un ministre qui va démissionner. Vous savez, ce n'est pas un secret. Le ministre de la Justice aujourd'hui, il est au moins 3 fois par semaine le soir avec Tebboune. Donc, ils font les lois, ils appellent les procureurs. Et Tebboune gère l'Algérie avec les procureurs et les wali. Ça ne peut pas marcher, nous avons. Le président préside.
Le gouvernement gouverne. Le gouvernement est transparent. Vous avez vu le Premier ministre faire quelque chose, mais il ne fait rien. D'ailleurs, un Premier ministre qui est viré. Celui-là, donc l'Arbe où il arrive, avec les mêmes ministres de l'ex-premier ministre viré. Mais pourquoi virer alors l'ancien premier ministre? Et on ne le voit plus. Le gouvernement gouverne, le président, ce n'est pas ce qui se passe. Tebboune gère l'Algérie comme Hanout Amar de la Badia. Comme une épicerie. Ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, malheureusement, cette campagne, on parle de Ben Qsdira, de Amir Dezad et tout ça, au lieu de parler du mal de l'Algérie. Comment développer l'Algérie alors qu'il n'y a même pas de campagne électorale, de pré-campagne électorale. Et il est interdit de et il faut rappeler, Omar El Mokhtar, qu'on est presque donc à 4 mois, pile avant donc cette élection présidentielle anticipée. C'est honteux. Moi, franchement, j'ai honte. Bon, on ne prive pas un peuple d'un débat sur son avenir et son devenir. Et là, on nous sort des lois encore liberticides pour ne pas critiquer. Non, on a le droit à un bilan. Donc ces lois sont là pour empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Voilà. Très très bien. Merci. Restez avec nous, Omar El Mokhtar. Donc les lois, vous l'avez dit, sont là donc pour empêcher la parole donc des militants des droits de l'homme, des militants politiques, et ça confirme aussi, si on peut dire, l'atmosphère dont vit notre pays, surtout quand il s'agit de l'activité politique ou la liberté d'expression. On va rappeler donc quelques militants qui ont été touchés, donc qui ont été jugés récemment. Le premier, donc, Abdelkader Belarbi, la cour de Tlemcen. Le parquet près de la cour de Tlemcen a requis le 6 mai, donc aujourd'hui, la confirmation de la peine prononcée en première instance contre l'ex-détenu d'opinion Abdelkader Belarbi, qui avait été condamné à 6 mois de prison ferme et 50 000 dinars d'amende. L'affaire est mise en délibéré pour le 13 mai 2024. Mohamed Germen, la cour de Mascara, l'activiste Mohamed Germen a été convoqué hier, le 5 mai, donc 2024, par la police, et il a été entendu au sujet de ses publications sur Facebook et sur ses opinions. Il a été relâché après avoir signé le PV. Khalida Dahmani, la cour de Chlef, la réduction de peine au profit de la militante Khalida Dahmani qui a été condamnée donc aujourd'hui, le 6 mai 2024, par la cour de Chlef à 6 mois de prison avec sursis et 200 000 dinars d'amende. Nasreddin Ben Amara, la cour de Borj Bouaririj, le parquet près de la cour requis l'aggravation de la peine à l'encontre de l'activiste Nasreddin Ben Amara qui avait été condamné en première instance à 1 année de prison ferme et 100 000 dinars d'amende. L'affaire est mise en examen pour le 19 mai 2024. Fatah Qased de Tikzir, Wilaya de Tizi Ouzou, Fatah Qased entame une grève de la faim. En garde à vue, l'ex-détenu d'opinion Fatah Qased en garde à vue au commissariat de Tikzir, Wilaya de Tizi Ouzou, depuis le 4 mai 2024, a entamé une grève de la faim et suite à des complications, il a été transféré à la polyclinique de la ville. Il refuse d'arrêter sa grève de la faim malgré l'insistance des avocats qui lui ont rendu visite. Et on termine avec le cas de Maître Toufiq Belala à Alger. Maître Toufiq Belala s'est présenté de nouveau à la brigade de recherche près de la gendarmerie de Bir Mourad Raïs à Alger. Il a été entendu sur ses publications Facebook et sur ses opinions politiques. Si ces publications qui consistent l'objet de délit, elles sont publiques, l'avocat s'interroge pourquoi. On lui demande de leur donner le téléphone pour le fouiller. Très rapidement, Hamid Loulou, je vous laisse le mot de la fin. Alors, puisque vous avez aussi parlé des élections et tout ça, tout ce qui se passe en Algérie, moi je dis que le régime algérien, je le rappelle une bonne fois pour toutes, c'est pas un régime personnifié, donc il s'agit pas d'une personne. Porter la responsabilité ou le chapeau sur une personne ou une autre, puisque votre invité a cité Tebboune, qui est d'ailleurs une personne banale. Pour moi, Tebboune n'est pas le problème. L'enlever ou le laisser n'est pas la solution non plus. Le problème, il est ailleurs, parce que limiter le problème de l'Algérie à des personnes ou là des pseudo-institutions qui sont gérées par certaines personnes, c'est plutôt trompeur. Le problème, il est ailleurs. Et d'ailleurs, moi, j'invite
les Algériens à réfléchir, à contempler le Hirak et prendre les slogans du Hirak comme la base de notre prochaine constitution. Pourquoi pas? Makash intikhabat ma'al isabat. Ça, c'est très important et il faut bien le comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut très bien le comprendre. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamid Lello. Je rappelle, vous êtes directeur Front for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous. Merci à Omar Mokhtar, militant politique, candidat pour les présidentielles de 2024. Merci aussi à Abdou Sommar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.